Salut les créateurs de prospérité. Aujourd'hui, on discute de comment ça se passe un projet de développement web. Le grand retour de nos lives après une pause de quelques mois, ça nous manquait beaucoup, mais on est vraiment super heureux de recommencer à partager avec vous notre savoir sur les communications, les technologies, le marketing. Et on a décidé de commencer ça avec un sujet qui est quand même particulièrement important et assez méconnu des gens. Comment ça se passe vraiment un projet de développement web. Et aujourd'hui, on va recevoir une personne que je respecte énormément, M. Evans Bernier de chez Libergia, qui est programmeur de métier, donc mon super-héros du code. Donc, j'invite Evans à se joindre à moi. Eh bien, bonjour Patrick. Bonjour Evans, j'espère que ça va bien. Ça va bien, merci. Toi, pareillement. Bienvenue dans notre gros studio. Excellent, excellent. Il faut qu'on se colle un peu. Là, le monde ne sait pas, mais nos genoux sont croisés, là, tellement c'est vaste. Ouais. Donc, c'est ça. Ben, je tenais à t'inviter, dans le fond, parce qu'on collabore sur différents projets. Ça fait drôle à dire parce que, dans le fond, si les gens regardent sur Internet, ils ont l'impression qu'on fait la même chose, mais on ne fait pas du tout la même chose. En fait, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu qu'est-ce que vous faites chez Libergia. Ben, nous, on est davantage axé sur programmation sur mesure. On intègre aussi des logiciels de gestion d'entreprise. Donc, vous êtes plus axé sur le web, comment je dirais ça? La visuel. Qu'on appelle dans le jargon le front-end, ce que les gens voient, autrement dit, ce qui est visible, effectivement. Exact, c'est ça. Tout ce qui est aussi, c'est plus artistique que nous. Nous, on est plus en arrière, on programme des fonctionnalités. On n'est pas dans l'artistique, mais pas. On a déjà fait à l'époque, mais c'était pas notre tasse de thé. Fait que nous, on est plus dans l'optique de développer des fonctionnalités pour l'utilisateur final. C'est ça. Moi, je considère quand même que c'est un art de coder. Là. Même si on n'est pas dans l'artistique, c'est quand même quelque chose. C'est différent, en fait. Là. Puis, mais dans tous les cas, là, que ce soit lui ou moi, on n'a pas besoin de faire des sudoku parce que le cerveau, il travaille. Il travaille. Ouais. Dans le fond, moi, avant de te connaître un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené à te passionner? Là? Qu'est-ce qui a fait que l'informatique, ça t'a collé à la peau là, quand tu étais jeune? Ben, dans le fond, chez nous, on a peut-être eu des ordinateurs depuis que je suis tout jeune. Là, je me rappelle, on avait un Commodore 128. OK. J'ai commencé là-dessus, mais je faisais pas de programmation. C'était plus... au fil des temps, on a tout le temps renouvelé nos ordinateurs. Puis j'avais un intérêt naturel vers ça. Mais il n'y avait rien j'avais pas programmé à cette époque-là. J'ai commencé à programmer. La première fois, c'était sur ma calculatrice scientifique au secondaire. Okay. Ça a été un peu ça. J'ai vu qu'on pouvait faire pratiquement n'importe quoi avec rien. C'est ce qui m'intéressait davantage là-dedans. C'était ça, je me suis inscrit en informatique. Puis, OK. De fil en aiguille, c'est là où je me suis dirigé dans ma carrière. Là. Puis, dans le fond, c'était une belle époque. En tout cas, quand tu étais dans ta petite jeunesse, c'est parce qu'il n'y avait pas nécessairement la conscience des écrans. Aujourd'hui, on essaie de contrôler l'écran, comment l'en faire. Fait que toi, tu étais probablement plus lousse que ce que nos enfants peuvent être. Non, c'est ça, exact. Ouais, c'était plus rare aussi d'avoir des ordinateurs ou peu importe à la maison. Ouais. Fait que, on pouvait passer un peu plus de temps. On allait jouer dehors pareil. Oui, c'est ça. Mais il n'y avait pas la conscience sociale qu'on a aujourd'hui. OK. Puis il y a une autre question aussi, dans le fond, ce qui te passionne le plus comme type de projet, parce que ça peut être très vaste, le développement informatique. Là. C'est quoi qui te fait triper? C'est peut-être des projets qu'on fait moins souvent, là, mais c'est de s'interfacer avec une machine. Exemple, des automates ou d'interagir avec une machine physique. De se brancher, de récolter de l'information, de lui pousser des commandes pour qu'elle fasse une action quelconque. Là. OK. C'est ce qu'on fait, parce que je dis ça, parce qu'on n'en fait pas souvent. Fait que à chaque fois que j'ai une expérience dans ce monde-là, ça me fait triper un peu plus que le reste. Là. Mais là, ça, c'est pas la programmation web. Non, c'est sûr que l'interface de contrôle pourrait être sur le web pour contrôler la machine. Exact. On a déjà fait avec une interface web pour contrôler un compacteur à déchets. OK. Juste te dire. L'usager, il y avait une interface qui lui disait le pourcentage de chargement du compacteur, puis toutes les alarmes. C'était via une interface web. Mais c'était juste le trip d'échanger avec une machine. Oui. OK. Fait que ça, c'est pour, mettons, ce qui te fait triper. Puis maintenant, pour le web, où tu tripes, là? Web, c'est sûr que, nous, on est plus dans l'applicatif de gestion pour les entreprises. Là. Fait que souvent, quand tu veux gérer ta compagnie, tu as un logiciel, maintenant tout se passe par le web. Là. Avant ça, on installait ça sur un poste de travail, puis c'était plus difficile de communiquer ou d'accéder aux données, peu importe où on était. Là. Ouais. Fait que aujourd'hui, c'est surtout dans cette optique-là, c'est pas mal ça que je fais à temps plein, en fait, là,
de développer des solutions de gestion d'entreprise. Là. Mais souvent, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, la facilité de développement pour nous c'est un peu différent d'avant. Maintenant, on a des frameworks de développement. Fait que c'est plus facile pour nous de répondre aux besoins d'un client. Un framework, en fait, c'est comme une librairie, boîte, une boîte déjà prête avec du code de base, là, si on veut. Facilite pour nous. Là, ça permet de livrer un produit au client plus rapidement, à moindre coût aussi. Là. Parce que ce qu'il est en train de dire aussi, c'est que, autrement dit, le 5000 heures qui avait besoin d'être développé, il a été fait avant, au lieu que toi, tu te le tapes, là. Parce que c'est ça qui est merveilleux, c'est que ça rend la chose plus économique, mais c'est quand même un grand défi, puis c'est quand même, c'est pas du plug and play. Non, c'est ça. Mais tu sais, exemple, juste un exemple concret, la gestion des usagers. Avant ça, il aurait tout fallu gérer cet aspect-là, sécuriser tout ça, la gestion des mots de passe. Maintenant, avec un framework, cet aspect-là est déjà géré pour nous. Avec l'expérience, tous les bugs qui ont été vécus. Oui, c'est ça, exact. Donc, c'est sûr que ça sauve bien gros du temps. Là, fait que ce qu'on voit, là, c'est vraiment... moi, j'appelle ça, quand je dis le super-héros de la magie, où c'est comme tu brasses ton affaire, puis ça fonctionne. Parce que moi, mettons, comparé à toi, moi, je suis plus ce qu'on appelle un power user, c'est-à-dire que j'essaie de m'accoter... toi aussi, tu en fais beaucoup, là, s'accoter sur des technologies qui existent déjà. Puis, moi, je veux jouer un petit peu dans le code, mais je suis pas un programmeur, donc j'ai lâché prise à un moment donné, j'aurais aimé ça, mais ça demande quand même beaucoup de temps à mettre en place pour développer ça, cette aptitude-là. Mais si on utilise des outils qui existent déjà, mais quand on a besoin de quelque chose qui est particulier, qui est plus personnalisé pour vraiment une situation précise, c'est là que on fait affaire avec un gars comme ça. Puis le défi, par contre, parce que dans le fond, là, on a un outil qui existe déjà. Là, je t'appelle, je dis hey, on a besoin de telle fonctionnalité. Mais là, toi, il faut que tu t'accotes sur ce qui est déjà fait aussi. Là. C'est sûr qu'il faut souvent s'adapter à soit des technos ou des environnements ou des logiciels qui existent déjà pour aller le bonifier. Oui, c'est ça. C'est sûr que là, le comprendre, comment ils l'ont structuré, c'est ça? Exact, fait que ça, il y a du temps, c'est sûr qu'il y a du temps à mettre à ce niveau-là, mais une fois que, souvent après ça, les solutions qu'on utilise, ça reste un peu dans le même, comment je dirais ça, dans la même catégorie. C'est le même langage ou c'est le même, il y a une base de données en dessous. Tu communiques avec la base de données, quand on en évalue des projets, moi, en tout cas, moi, je suis un zélé de ça. Toujours plus simple, parce que le plus qu'on met de couches, le plus c'est complexe, le plus ça peut avoir de bugs, le plus c'est lourd à maintenir aussi, là, parce que la maintenance, faut y penser à ça aussi. Là. C'est, dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'avoir une maintenance d'un code? Mais il y a la sécurité. Il y a, s'il y a une faille de sécurité qui est découverte, là, il faut la corriger. Sinon, parce que quand on a une faille de sécurité, en plus, c'est même pas des humains qui viennent, c'est des robots. Non, c'est des robots. Souvent, c'est automatisé qui font des attaques envers plein de sites web, des applications web sur Internet. Puis là, ils essayent plein de combinaisons pour réussir à rentrer dans l'application, puis là, aller soutirer les informations de la base de données. Pour ceux qui ont un WordPress, là, c'est typique là, du WordPress. C'est tellement couru que quand on sait le trou, ils vont s'amuser là-dedans. C'est justement la solution CMS la plus utilisée au monde. Là. C'est ça. Souvent, eux, ils vont s'accoter sur pour aller atteindre un plus grand bassin de gens possible, comme Windows. Pourquoi il y a plein de virus dans Windows? C'est parce que l'écrasante majorité de la planète l'utilise. Exact. Parce que je dis Joomla, moi j'utilise beaucoup Joomla, mais WordPress, le dernier chiffre que j'avais, c'était quelque chose comme 26% des sites web dans le monde étaient faits avec ça. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi je ne l'utilise pas. Ça ne me tente pas d'avoir à me battre avec ça. Puis qui dit mise à jour aussi, dit toujours possibilité de bug, possibilité de... Quand vous avez mis à jour, des fois, votre dernier Windows à la maison, là, des fois, il y en a des bugs qui apparaissent. C'est la même affaire avec un site web. Fait que là, tu as quand même dit le mot CMS. OK? Donc, ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère Facebook où on peut mettre à jour nos choses, on peut mettre du contenu. Puis c'est ça que les gens veulent. Donc, un CMS, en anglais, Content Management System, donc un gestionnaire de contenu, système de gestion de contenu. C'est ça, des beaux mots français qu'on n'utilise jamais. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que, tu sais, essentiellement... Comment tu vois ça, toi, là, la différence? Donc, tu as un CMS ou tu as vraiment un projet custom, là, 100% programmé. Avantage, inconvénient de chacun, mettons. CMS, c'est l'avantage
c'est que tu pars déjà avec une base fonctionnelle d'un... Exemple CMS, c'est souvent pour faire des sites web, là, principalement. Ouais. Fait que tu arrives avec une base déjà construite, comme tantôt je parlais de la gestion des usagers, l'éditeur pour gérer les pages. Fait que ça facilite grandement le travail du... Ben, en tout cas, en fait, le travail du développeur ou de l'intégrateur. Et de l'éditeur, la personne qui publie aussi, ouais, parce aussi, qu'elle, dans le fond, elle veut juste être capable de mettre sa photo puis son texte. Ça facilite grandement le développement et l'utilisation par la suite, puis les fameux plugins qu'on peut intégrer dans ces CMS-là, ben, ça va rajouter des fonctionnalités qui ne sont pas intégrées de base. Ouais. Parce que la façon dont vous pouvez le voir, c'est comme... Je ramène ça à Windows ou OS X, c'est que Windows, c'est un logiciel d'exploitation. Vous avez des applications que vous installez pour faire vos tâches courantes. C'est la même affaire dans un site web. Exact. Quand il dit les plugins, c'est qu'on rajoute un plugin, une extension, un module, un composant. Il y a plein de termes pour ça. Mais ça, tout ça ensemble, ben, ça permet qu'on peut faire beaucoup de choses. Puis il y en a des dizaines et des dizaines de milieux, peu importe le CMS qu'on choisit. Parce que là, chez Libergia, vous avez un que vous privilégiez, dans le fond, là, qui est moins connu, si on veut, mais qui est quand même intéressant. Oui, c'est ça, qui s'appelle Odoo, mais en fait, lui, c'est qu'il permet de gérer une entreprise au complet. Là. C'est qu'on veut un logiciel pour gérer notre business, ben lui, il fait tout, en fait, que ce soit la prise de commande, la gestion des ventes, comptabilité, gestion des ressources humaines, name it. Puis il y a aussi la possibilité de créer un site web à même la plateforme. La plateforme. Qui vient là, en fait, un CMS aussi pour gérer le contenu de notre site web ou faire de la vente en ligne. Parce que là, on peut aller très loin. Oui, c'est ça, exact. On peut s'aventurer très loin. Puis c'est y aller par étapes quand on s'aventure là-dedans. Ils appellent ça un ERP. Exact. Ça, Enterprise Resource Planning ou logiciel de gestion intégrée en français. Toujours plus sexy en anglais. Même si on a un drôle d'accent, nous autres. Là, mais dans le fond, en résumé, c'est que le plus possible, on s'accote sur des choses qui existent déjà. Exact. Qui ont déjà fait ils ont été rodés, il y a plein de gens qui l'utilisent, il y a plein de gens qui l'améliorent en fait. Dans certains cas, on peut y aller justement en développement sur mesure au complet. Là, souvent, c'est des cas bien particuliers en fait, qu'on a un besoin X précis, il n'y a rien qui existe, ben on s'en va vers là. C'est sûr que là, c'est plus coûteux. Mais tu peux t'accoter sur ton Odoo quand même. Aussi, oui, dans certains cas. Ben, c'est sûr que nous, c'est ce qu'on fait. Là. Souvent, ça va être, on va créer un module, comme on disait tantôt, un plugin qu'on va aller intégrer là-dedans pour ajouter cette fonctionnalité-là. Parce que pas de base, tu bénéficies de tous les utilitaires qui sont là-dedans. Puis, parce que c'est ça, tu sais, mettons, un exemple que je donnais, c'est quelqu'un qui veut une infolette. Ben là, moi, mettons qu'on dit, bon, on va te programmer, on va se faire un beau projet, on va te vendre quelque chose à 75 000 $, mais on n'arrivera pas à la hauteur de ce qui existe déjà, qui ont déjà mis 15 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience, qui respectent toutes les normes aussi internationales de confidentialité, puis sur le pourriel, puis tout ça. C'est énormément de paramètres, mais on n'est même pas rentré dans le code. C'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais n'empêche que chaque situation est différente. D'une entreprise à l'autre, chaque personne. En plus, moi je dirais, plus la personne est créative, un entrepreneur, souvent c'est créatif, plus il est créatif dans sa façon dont il veut faire les choses, la personne, plus ben, là on a besoin de personnaliser, de customisation. C'est ça, puis plus on a besoin des gars comme Evans, dans le fond, pour ça. Exact. Parce que moi, dans 90% des cas, les outils sont là, sont suffisants pour répondre à la demande, mais effectivement, il y a des exceptions. T'sais. Puis moi, le premier, même, il y a des choses des fois que j'ai faites pour moi, que je le voulais comme ça, puis je me suis borné à ne pas vouloir aller en programmation, mais le temps de recherche, d'essai, il faut dire aussi que les plugins, il y a des grosses compagnies là-dedans, mais il y a des gars tout seuls dans leur sous-sol qui développent. Fait qu'il y en a qui sont très bien montés, puis il y en a qui c'est pas bien monté non plus. Ça. En fait, quand on les choisit, justement, on peut se référer à, y a-t-il beaucoup de contributeurs, sont-ils bien cotés, et combien de gens l'ont téléchargé ou l'ont acheté. Là. Aussi, souvent, c'est ça. une bonne base. C'est ça. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est quand, mettons, Joomla change de version. Comme là, on est à la version 3.9, mais ils vont passer à la version 4 à un moment donné. Là. J'attends ça avec patience. Patience parce qu'on ne sait pas c'est quand. Mais le jour où ça sort, je fais le tour mettons, j'ai une centaine, moi, de modules que j'utilise régulièrement. Je fais le tour des 100, puis si là-dedans, j'en ai 80 qui ont déjà fait le switch, ils viennent de passer à l'autre étape. Les autres, ça se peut, je les élimine. Okay. Parce que ça ne veut pas dire parce qu'ils étaient actifs il y a 2 ans, ils sont encore actifs aujourd'hui. S'ils ne sont pas actifs aujourd'hui, puis j'ai un bug, puis j'ai écrit une demande de support, là, je vais avoir un problème. S'ils ne me répondent pas, là, ça me prend 3 semaines d'avoir une réponse. Fait que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants
qui sont pas même nous, qui sont à l'extérieur, à quelque part dans le monde. Exact. Puis là, on jumelle ça avec du code, la programmation. Fait que là, ça devient une recette qui se tient, mais plus on en met, plus c'est dense, plus c'est... donc, il faut tout le temps penser à la maintenance, il faut tout le temps penser aussi... Il y a des gens aussi, des développeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont hacker les codes sources. Hacker, ça veut dire aller le modifier, mais non, on ne peut plus mettre à jour. Fait que là, tu te bloques pour soit les mises à jour, les patchs de sécurité. C'est ça, tu viens de te bloquer. Exact. Donc, il y a des méthodes de travail pour éviter ça, qui sont propres à chacun mettons, Odoo, il y a une manière de faire, WordPress à sa façon, puis ça se ressemble, mais c'est comme, faut le faire selon les normes de chacun. Donc là, l'autre question que j'avais, c'est ça, j'aimerais ça qu'on parle il y a différentes approches qu'on peut avoir quand on a un projet de développement, dans le fond, là, pas se lancer juste tête baissée à l'aveuglette, là. Exact. Parle-nous un peu des... En fait, il y en a plusieurs qui existent, mais il y en a deux qui sont peut-être plus connus, là. Il y en a un, le premier, c'est appelé Waterfall, cascade en français, toujours. Okay. Ça existe, je pense, depuis les années 70, qui est une méthode de gérer un projet de développement qui est un peu plus linéaire, comme on pourrait dire, là. Plus rigide, mais c'est traditionnel, en fait, là. C'est qu'à chaque fois qu'on arrive dans c'est-à-dire on a un besoin X, on veut faire développer une application, ben de cette façon-là, c'est que ça va découper en phases. Exemple, première phase, c'est la planification des besoins. Deuxième phase, la conception, après ça, développement, test de qualité, implantation. Puis pour passer d'une phase à l'autre, il faut toujours avoir terminé la phase en cours, en fait. Okay. Puis ça prend la vision globale avant de commencer la première phase aussi. Exact. La première phase, elle va être exhaustive, puis elle va prendre beaucoup de temps, mais de cette façon-là, on peut aller chiffrer plus précisément le coût total du développement, là, parce qu'on voit, c'est vraiment pointilleux. Les désavantages, c'est que tu as un programme livré juste à la fin, puis des fois ça peut être long, entre le début et la livraison, le client il a pas son idée a peut-être évolué dans le temps. Aussi, là c'est très rigide. Ça a pris 2 ans, puis sa situation change aussi. C'est ça, exact. C'est très rigide, donc en cours de route on développe, mais à la livraison finale, le client lui peut-être qu'est-ce qu'il voulait au départ. Change-moi ça. Là, c'est plus compliqué. Là, il faut revenir en arrière. Là, l'exemple que je donne dans ce temps-là, vous rénovez une maison, là, vous défaites les murs, vous refaites les murs, vous peinturez, puis là, vous dites « Ah, j'aurais donc dû passer telle chose. » Là, vous défaites le mur, vous recommencez. C'est ça que ça crée. Puis quand on parle de délai, aussi, quand en programmation, là, on parle de programmation pure, là, mais il faut être conscient que c'est un peu élastique, ça, ces délais-là, parce que l'exemple qui me revient souvent, c'est Ubisoft qui prévoyait sortir un nouveau jeu vidéo. Ils disent « On le sort dans 1 an. » En fin de compte, ça a pris 5 ans. Fait qu'imaginez-vous le coût de ça, parce qu'il y a beaucoup d'employés qui travaillent dessus. Mais ça, c'est à la hauteur de la vision de la personne. Quand je disais créatif, je n'étais pas là, je ne sais pas qu'est-ce qui a causé ça, mais on sent pas. Puis peut-être qu'au bout de 5 ans, ça valait le coup aussi. Là. Peut-être pas non plus, je sais pas. Chaque situation est différente, mais reste que c'est une façon de gérer un projet, en fait, qui peut amener des avantages et des inconvénients. C'est ça. Puis là, ça fait en sorte que dès le départ, on voit, si on veut, la Cadillac avec toutes les features, tout est déjà pensé. Puis là, ça crée une rigidité. Ce qui permet de chiffrer justement. Pour avoir une idée du budget, dans le fond, exact, le plus précis possible. C'est sûr qu'en cours de route, on peut ajouter des addenda. Ça, c'est une modification en cours de projet, mais des fois, ça va être plus à la fin qu'on va se rendre compte que. Vu que le client est un peu moins impliqué dans le développement, c'est à la fin qu'il voit le résultat final. Fait que là, il faut qu'il vive avec ça. Tu as le client, puis tu as les employés du client qui vont travailler avec aussi, qui vont vivre des irritants. Eux aussi, ils vont juste l'utiliser à la fin. Donc, la courbe d'apprentissage, là, il faut prévoir un moment à la fin pour que les employés l'utilisent convenablement. Puis j'ai dit le mot irritant parce qu'en informatique, il y en a plein. Hein? Des fois, on appelle ça un bug, mais ça peut être juste un irritant. Bon, il faut que je le fasse comme ça, mais là, j'aimerais ça le faire dans cet ordre-là. Fait que des fois, on l'accepte l'irritant. On apprend à le contourner. Fait qu'il y a une autre méthode, dans le fond, qui serait plus flexible. Exact. Ça a été... c'est sorti au début des années 2000, si je ne m'abuse. C'est la méthode agile. On en entend un peu plus parler depuis un petit bout. En fait, ça, la différence, c'est que c'est beaucoup axé sur la communication, la flexibilité. Souvent, comment ça va fonctionner, c'est que le client va être impliqué tout au fil du projet. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode Scrum, qui, elle, permet... souvent, on va travailler, on appelle ça en sprint, c'est-à-dire des itérations. Une itération, c'est une livraison
C'est-à-dire, on dit... Une fonctionnalité, mettons. C'est ça. Okay. Mettons, on dit à tous les mois, on fait une livraison du logiciel. Il va y avoir des fonctionnalités qui vont marcher dedans. Donc, à tous les mois, au début du mois, on planifie avec le client, ben, c'est quoi tu veux avoir dans ton système. On a tant de temps ce mois-ci pour le faire. Qu'est-ce qu'on intègre dans cette livraison-là? Donc, on priorise aussi. C'est ça, exact. Puis, tu sais, toutes les phases que je parlais dans l'autre méthode qui est le waterfall, mais tu sais, ça se fait tout en cours de route. Là. À chaque fois, tu sais, là, on prend les besoins, on conceptualise, on développe, on teste dans la braquette de temps qu'on s'est donné. Exemple, si c'est à tous les mois, mais à la fin du mois, on fait un livrable au client, il valide, on l'installe. Comme ça, c'est-à-dire les employés, après ça, ils peuvent déjà commencer à utiliser la solution. Ouais. Puis là, après ça, le mois suivant, ben là, on fait un autre sprint. Fait que là, on définit ce qu'on veut avoir dans celui-là. On analyse, on développe, on teste, on installe. Fait que c'est jusqu'à la fin du projet en soi, c'est ce qu'on fait. Fait que le client est toujours au courant de ce qui s'en vient, puis il peut changer d'idée en cours de route parce que c'est plus facile. Ben oui, c'est ça. Tu as moins de couches à défaire. Exact. À tous les mois, on développe une fonctionnalité bien précise ou plusieurs. Fait que lui, il est très impliqué là-dedans. Puis aussi, ben, le bénéfice, c'est au niveau de la courbe d'apprentissage, parce que tout au fil du développement, ben, le staff peut commencer à utiliser la solution immédiatement. Moi, ce que je vois comme avantage, c'est ça aussi, c'est que dans le fond, c'est que vu que tu l'intègres graduellement, mais à un moment donné, par contre, ben, l'avantage, mais à un moment donné, tu as comme les deux systèmes en même temps. Oui, il va y avoir des phases. Effectivement. Mais quand le jour où là, on dit on est rendu là, puis ça devient officiel, on utilise lui, ben ça roule déjà. Exact. Au lieu de créer un run-marée de problèmes potentiels. Puis, au fil du temps, à chaque fois qu'il y a une installation, s'il y a des bugs, parce que des bugs, on n'est jamais à l'abri, ça peut arriver. Non, ben c'est pas ça peut, ça va arriver. Ça va arriver. C'est comme ça, ben oui. Mais tu sais, comme ça permet de le voir avant. Avant d'être en production, puis qu'il y a des enjeux économiques là, majeurs. Ouais. Tandis que de l'autre méthode, qu'on livre un produit à la fin, puis on l'utilise tout de suite, ben là, c'est là qu'on raconte toutes les bugs. Là, il faut retourner en soutien technique et peu importe. Oui, c'est ça. Donc dans le waterfall, il faut le prévoir, ce soutien technique-là. Puis le agile, dans le fond, ben c'est sûr que ça peut être plus sournois parce que là, créativité au fur et à mesure. Donc, les temps kayak, on va rajouter ça. Fait qu'il faut quand même faire attention à ça. C'est sûr que là, c'est plus difficile de... On a un budget global, mais c'est plus difficile de dire à la fin, on va arriver à ce montant-là. Oui, c'est ça. Fait que c'est ce qui ça devient plus un estimé que ça devient plus ça. Mais c'est quand même intéressant de voir les différentes approches. Puis ça, c'est basé sur du vécu de milliers de personnes. C'est ça. Ces méthodes-là. Cette méthode-là, la méthode agile dont je te parle, c'est un regroupement de personnes qui, comme je disais, je pense au début des années 2000, qui voyaient que les projets informatiques, souvent, ils finissaient avec des irritants majeurs, puis que ça fonctionnait, ça fonctionnait jamais bien. Fait que là, ils se sont regroupés, puis on défini une méthode pour... régler ces irritants-là pour améliorer soit le sort des développeurs, mais aussi du client finalement. Oui. Puis la réputation aussi de dire quand on se lance dans un projet, il faut que ça marche. Puis ça coûte tout le temps très cher pour tout le monde, c'est normal. C'est ça, tu as parlé de bugs, avec les bugs, les embûches, comment on gère ça? Là? Comment on doit aborder ça, si on veut, parce que ça va arriver. Oui, exact. C'est sûr, on n'est jamais à l'abri. Nous, c'est difficile à dire, pas c'est difficile à dire, mais on peut pas dire c'est sûr qu'il va y avoir des bugs dans telle fonctionnalité. Tu peux pas deviner d'avance c'est lequel, c'est ça. Par contre, quand un client a un besoin bien spécifique, on peut souvent valider, il y a des endroits qui sont plus à risque, on pourrait dire. Comme exemple, se brancher sur des logiciels tiers. On a de la documentation du fournisseur externe qui nous donne accès à, exemple, sa plateforme pour aller pomper des données, par exemple. Qui est souvent pas nécessairement super complète tout le temps. Là. Ben, ça dépend. C'est sûr que oui, il y en a que c'est très complet, il y en a d'autres que non. Puis, quand on sait qu'il faut se brancher à quelque part, ben là, on émet des hypothèses, puis on sait que là, ça se peut qu'il y ait des risques. On a des embûches, qu'on ait des bugs par la suite. Là. Donc, c'est possible d'aller cibler les endroits où il pourrait y avoir des problématiques. Mais de savoir exactement qu'il va y avoir des bugs, là, c'est un peu plus... Non. Il faut le prévoir un peu, là, se garder un tampon. C'est ça. Puis ça, c'est, mettons, si vous décidez vous-même de faire votre site web, parce qu'il y en a qui se lancent avec les CMS, qui décident avec WordPress de faire leur site, mais là, vous allez installer des plugins, puis là, le plugin rentre en conflit avec l'autre. Puis là, il y a des trucs de JavaScript qui se parlent pas comme il faut, puis que ça crée... Fait que vous allez en avoir aussi, puis là...
faut le trouver. Fait que c'est du Exact. essai-erreur, puis il faut se donner le droit de... Puis on s'améliore avec ça, parce que même si je suis pas dans le code, je suis meilleur à chaque fois, je suis meilleur. Mais en même temps, il y a des bugs qui me prennent 2 secondes, 5 minutes, Ouais. puis il y en a d'autres que ça prend 3 semaines, mais pas à temps plein, Ouais. juste que ça nous habite. Tu sais, ça nous habite C'est comme ça. ça peut peut-être être ça, ça peut peut-être Ouais. être ça, puis là maintenant on met le doigt dessus. Tu sais, c'est un peu la c'est chance ça. là, pour régler... Puis, il y a ça, mais tu sais, des fois aussi, nous, quand on fait notre phase de test, tu sais, on a une façon de tester. Je veux dire, Ouais. on teste nos trucs quand on n'a pas des tests automatisés, en fait. Là. Puis quand on le livre au client, lui, il l'utilise d'une façon bien différente. Ben oui, il en passe plus. par un chemin bien Ouais. différent, ce qui Ouais. peut soulever des bugs qu'on n'avait pas vus au départ. Ouais. là. Qu'on peut même pas imaginer. C'est ça, exact. Parce qu'il y a ça aussi, le défaut de la qualité, c'est que vu qu'on joue là-dedans beaucoup, ben là, puis on se débrouille, tu sais. Fait que quand on a un irritant, on fait ça de même, mais quelqu'un arrive et il n'est pas habitué, ça se peut qu'il se heurte puis qu'il bloque, tu sais. Ouais, Fait que ouais. les gens peuvent bloquer. Fait que c'est notre job aussi, tu sais, au niveau de l'ergonomie, on n'a pas parlé, mais il faut penser à ça, où les gens peuvent se bloquer. Ouais. Mais c'est un grand défi de tous les jours, là. C'est pas quelque chose qui ça fait partie Effectivement. Ouais, du c'est challenge ça, de la ça fait profession. partie de la game, ouais. Supposons que tu avais un conseil à donner à ceux qui ont des besoins spécifiques et qui aimeraient ça aller en programmation, là, qui disent « Ok, moi, je veux développer quelque chose pour moi. » Ça serait quoi le conseil le plus important? Le plus important, c'est d'avoir une idée très claire de ce qu'ils veulent. Il y en a des fois qui veulent faire développer quelque chose, mais ils ont une idée assez sommaire, mais ils n'ont pas... il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut. C'est sûr qu'on peut être là pour les conseiller puis les guider. Les guider, c'est ouais. ça. Mais de coucher sur papier tous leurs besoins, des fois ils peuvent se faire un cahier des charges, mais si c'est pas en bonne et due forme, mais de juste lister tous leurs besoins bien précis, ça va faciliter la communication entre l'intervenant, oui. c'est-à-dire le développeur ou le gestionnaire de projet et le client. Puis quand il dit le besoin, ça ne veut pas dire dans un langage de vocabulaire d'informaticien. Non, c'est pas juste du tout. J'ai besoin, moi, j'ai besoin de livrer telle affaire, j'ai besoin d'avoir telle information. De son point de vue à lui, de voir la fonctionnalité, en fait, comme tu dis. Là. Mais en étant le plus précis possible. C'est ça. Parce exact. que si on n'est pas précis, c'est là qu'on a des surprises. C'est qu'on essaye, sinon on va voir comment ça s'en va, puis c'est pas ça qu'on veut. Là. Puis la façon que lui voit son besoin et nous, de la façon qu'on le perçoit, ça peut être vraiment différent. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important. La communication aussi. Là, c'est la communication. De prendre le temps de bien expliquer, de bien vulgariser, de bien... Les projets qui aboutissent pas bien, c'est à cause de l'humain, souvent. Ouais, c'est pas à cause de la technologie. C'est comment on se comprend pas entre nous, ou comment on réagit. Puis moi, c'est ça que je donnerais comme... C'est l'attitude, d'avoir une attitude orientée solution. Parce que vous êtes en canot dans une rivière, il y a des roches. Ben là, la roche devant vous, vous n'allez pas vous mettre à la détester, vous allez la contourner. Hein, ben c'est la même chose. C'est juste que des fois, c'est plus... la roche est grosse, ou elle est petite, ou on la voit pas, la roche, puis elle fait un trou dans le bateau. Ou, on voit qu'il y a de l'eau. Donc, c'est un petit peu ça, moi, que je trouve qui devrait être l'approche. Mais en même temps, il faut embrasser le challenge. Il faut dire, si on se lance là-dedans, il faut l'accepter parce que ça fait partie. C'est sûr que c'est exact, ça vient avec. Là. Ouais. Puis même, on évolue comme humain là-dedans. Ouais. Là. C'est pas juste le code, là, la matrix, là, c'est pas juste ça. Là, c'est vraiment l'évolution humaine. Puis, dans le fond, toi, comment tu vois ça, le futur? Là, comment ça s'en va vers où, là, tout ça, la programmation web et les technologies web? Comment tu vois ça? C'est sûr, on voit une tangente depuis déjà plusieurs années. Avant ça, on voulait avoir quelque chose, il fallait le programmer au complet. À partir de zéro, il fallait faire appel à un développeur bien spécialisé. Juste pour un petit formulaire de contact. Exact, c'est ça. Habituellement, à l'époque, les sites web, c'était monté from scratch. Ouais. Plus ça va, plus des outils sont offerts aux gens, à nous même, pour faciliter le travail. Même, on a des logiciels qui permettent de concevoir des applications web sans programmer, en fait. C'est sûr que ce que ça nous offre comme fonctionnalité, c'est quand même assez limité. Qu'on veut de quoi de plus précis, il faut le programmer, mais on voit la tangente que les outils sont davantage ouverts aux gens pour faciliter leur développement, que ce soit un site web, une application, même des applications mobiles. Sans aller dans le code, nécessairement. Il y a des outils, tu fais du drag and drop pour concevoir ces outils. Mais je sais que historiquement, quand c'est des trucs comme ça, les gars de code, là, ils trouvaient que le code n'était pas beau. Est-ce que ça
il est plus beau aujourd'hui? Est-ce que c'est... Ben, parce que ça amène beaucoup de l'odeur, je pense, dans le code. Hein? Ça dépend des applications. Il y en a qu'on voit même pas le code. Là. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est sûr que quand on parle d'éditeur, souvent on a un WYSIWYG, un éditeur de what texte. What you see is what you get. Ouais, exact. En français. C'est qu'est-ce que tu vois, c'est ce que tu as. Exact, c'est ça. Tu vois, c'est ce que tu as. Donc, c'est sûr que ça, excusez le mot, mais ça met de la dompe. De la cochonnerie. De la cochonnerie dans le code en arrière. Ouais. Quand on met une ligne en gras, ben, souvent, exemple, on efface un mot, on le remet, ben, ça va générer plein de contenu désagréable. Il va repartir un autre tag autour, une autre balise. Ouais, c'est vrai. Puis il y a des bonnes pratiques quand il dit mettre du texte en gras, idéalement, on ne fait pas ça. Hein? On le fait avec le CSS, mais si on ne rentre pas là-dedans, même c'est pour faire plaisir à Google, en fait. Parce que plus on met de la cochonnerie comme ça, plus Google a de la difficulté à lire le stock dans votre site, plus il y a de la misère à l'indexer. C'est pour ça qu'il veut ça propre. Là, puis qu'il veut pas, en fait, il ne veut pas le design avec le texte. Là, on parle juste du contenu. On sort un peu de la programmation. Puis, dans le fond, tu parles de ça. Moi, par rapport au futur, ce que je veux partager avec les gens, c'est que on est beaucoup dans la vague de les mises à jour automatiques. Windows nous force une mise à jour. Chrome se met à jour tout seul. Firefox veut se mettre à jour. Tout veut se mettre à jour tout seul. Puis moi, j'essaie d'être toujours un petit peu en arrière. Jamais en avant tout le temps parce que ça crée des bugs. Puis là, des choses que ça fait aussi, moi, c'est une anecdote, c'est qu'on fait des belles petites animations pour que ça bouge dans les pages web. Le texte, quand on défile, ça bouge, les images, ça fait plus aujourd'hui. Puis là, à un moment donné, Chrome se met à jour, puis là, du jour au lendemain, il y a un paquet de sites qu'on a fait que tout le contenu qui avait une animation disparaît. Puis là, c'est un client qui nous appelle, il nous dit ça, puis là, il dit non, ben nous autres, il marche. Moi, pas ça, mais il me semble que c'était Geneviève, elle l'avait dans le sien, il s'était mis à jour, moi, t'es pas à jour. Je dis, moi, il marche, pourquoi toi, il marche pas? Puis là, on regarde la version, puis là, il y a juste une version en avant de moi. Puis là, l'autre version, après, quand elle s'est remis à jour, ça s'est réglé. Sauf que là, ça crée des situations vraiment... fait que ça se peut que ça arrive. Fait que là, on peut pas être garant non plus de toutes les mises à jour de furteurs. Puis les furteurs sont dictateurs. C'est de la poésie urbaine. Le furteur est dictateur. Il nous impose. Puis plus il est populaire, Chrome est populaire, on suit Chrome. Il y a une époque, c'était Internet Explorer. On suivait Internet Explorer. Fait que, on est prêt avec ça. Fait que, en tout cas, si vous êtes capable d'être un petit peu en retard, gênez-vous pas, ça va nous aider tout le monde. Mais dans les faits, ce qui arrive, qu'est-ce que tu avais mentionné en dînant, c'était que les gens, toi, ça t'aide un peu. Ben oui, en fait, c'est que à l'époque, il n'y a pas si longtemps, 3-4 ans. Tout le monde avait des navigateurs différents qui n'étaient pas à jour. Ouais. Puis Internet Explorer, on le détestait. Oui, c'est ça. Il fallait toujours prévoir du temps pour qu'il soit fonctionnel dans Internet Explorer, en fait. Mais il y a aussi des avantages, en fait, qui permettent que si tout le monde est à la même version, c'est plus facile s'il y a un bug, par exemple, de diagnostiquer un bug parce que tu as telle version de Chrome, c'est plus facile que tu as une version en arrière de 6 mois ou peu importe. Là. Fait que dans un sens, ça peut être bon et aussi... c'est sournois, on pourrait dire. C'est ça. Puis dans le fond aussi, quand il y a un bug sur un site, nous, on regarde, statistiques. Tel furteur, il y a un bug, je sais pas moi, dans Safari, version, je ne sais plus laquelle. Puis là, tu vas voir, puis ça, c'est 0,01% de la clientèle sur le web. Fait que dans ce temps-là, fait quand il y a un chiffre, quand il diminue, puis là, il y avait un site que c'était Bye Bye Internet Explorer, je sais pas trop, puis là, il regardait, là, il reste juste, Internet Explorer 8, mettons, il en reste juste 6%, il en reste juste 4%, puis on avait hâte, là, quand ça tombait en bas d'1%, on était bien content. Fait que ça fait partie de la réalité de tous les jours dans ce qu'on fait. Écoute, j'espère que ça vous a inspiré. Moi, je suis bien content. J'ai pogné une couple de bons petits trucs, comme à chaque fois que je parle à Evans. Et le but, c'était vraiment de vous sensibiliser là, à c'est quoi la réalité de ça. J'espère que ça vous éclaire un peu. Si vous avez des questions en commentaire, vous ne vous gênez pas, vous les écrivez. On va répondre à tout le monde. Et puis, ça va nous faire plaisir. Fait que merci beaucoup, M. Bernier. C'est un privilège. Super héros du code. Bien apprécié. Puis, on vous souhaite un bon succès. Puis, on se revoit pour un prochain live sur peu importe. Je sais pas. À bientôt. Bye.